Parler de Maurice Genevoix, c'est tout naturellement évoquer la nature, l'écrivain des lacs et des forêts. C'est penser à Rabouilliau, au Beau François, à La Framboise et Belle Humeur ou encore à La Dernière Harde. Autant de titres qui lui valurent le succès public, une place dans les manuels scolaires et bien sûr l'Académie française, dont il fut secrétaire perpétuel pendant 15 ans. Et c'est vrai que son émerveillement, jamais démenti pour la nature et pour ceux qui y vivent, confère à son œuvre une harmonie qui a touché des générations de lecteurs. Mais ramener Maurice Genevoix à ce seul promeneur émerveillé et partageur, c'est oublier qu'il est venu à l'écriture par la guerre, celle de 1914 dont il vécut les horreurs sur la Marne ou à Verdun, et qu'il raconte avec une force extrême dans ses tout premiers livres. C'est le portrait de cet homme, de cet écrivain, moins simple qu'il y paraît, que nous brossent maintenant Sylvie Genevoix, Bernard Janin et Jean-Jacques Brochier. C'est aussi le 59e numéro de cette collection. Maurice Genevoix a vécu 30 000 jours, jusqu'en 1980. Pourtant, il est mort une première fois en 1915, aux Éparges, sous Verdun, le 25 avril. C'était au début de la feuillaison, il y avait encore des éclaircies. Je suis passé dans une éclaircie et j'ai été descendu. Et j'ai été descendu par un Allemand qui m'a renversé d'une balle, qui m'a coupé le faisceau vasculo-nerveux du bras gauche. C'est extrêmement douloureux. Je suis tombé sur un genou, à demi privé de conscience, dans l'éclaircie. Le même tireur a manœuvré sa culasse, m'a tiré une seconde balle, qui m'a attrapé le même bras et encore coupé le même faisceau vasculo-nerveux à 10 cm, si bien qu'il n'y avait pas seulement section, mais perte de substance. Et puis je remets à peine, mais je n'étais pas encore très conscient. Il a remanœuvré sa culasse, il m'a tiré une troisième balle, et celle-là m'a atteint dans la poitrine. Alors là, j'ai vu un flocon de vareuse qui volait, et un trou rouge. Et je me suis dit, mais si je reste là, ça va mal finir, cette histoire. Et j'ai pu me traîner hors de l'éclaircie, au moment où j'entendais mes hommes dire mais vous ne le voyez donc pas, mais vous ne le voyez donc pas. Alors ils m'ont ramassé, ils m'ont emmené. Et au cours de ce très long et très dur parcours, j'avais le sentiment d'être flottant sur une espèce de frange. Et avec une acuité sensorielle d'ailleurs prodigieuse. La qualité de l'air, le froid précis de la nuit, une étoile qui brillait tout à coup, les voix bourdonnantes des conducteurs, les cris de mes camarades. Entre tout cela, il y avait un moment où, miséricordieusement, ça s'atténuait et cela s'abolissait sans que je perdisse tout à fait conscience. Mais je restais là, enfin un peu comme un baigneur, si vous voulez, qui fait la planche, et je gardais juste assez de vitalité pour surnager et donc pour survivre. Mais c'était empreint d'une étrange et extraordinaire douceur. Il n'y avait pas d'affre du tout. Je n'avais pas une seconde le sentiment que la mort était là, qu'elle planait. Et je crois que je serais mort, enfin, dans une espèce d'inconscience, bien sûr, mais surtout sans regret, sans retour sur moi. La seule conscience qui me restait, si vous voulez, c'était celle de ma propre vie, mais le sentiment que je sombrais tout doucement, que j'allais passer sous la frange. Cette mort, comme toutes celles de la guerre de 14, dont il s'efforcera de renaître, est à la fois la fracture de son existence, le scellement de son destin d'écrivain et l'incrustation dans la trame de ses jours d'un douloureux leitmotiv. Avant sa mort de près,
Le lieutenant Genevois en a vécu d'autres. Celles qu'il a infligées, celles qu'il a cru 2 fois recevoir, celles de ses frères d'armes. Celle surtout de Robert Porchon, l'ami de guerre, ancien comme lui du lycée d'Orléans. La mort de Porchon l'effondre pour la première fois, mais en même temps le libère en le projetant mystérieusement vers des douceurs lointaines ou passées. Et voici qu'un moment est venu, sans que j'aie rien voulu, ni cherché, ni appelé, ces choses, je ne peux pas mieux dire. Ces images ont été là. C'était magnifique. Ça a été les tours de Sainte-Croix d'Orléans dans la légèreté bleue de ce ciel un peu embué, où l'on sentait la Loire toute proche. J'espérais cette espèce de frémissement soudain, unanime, du feuillage que le vent atteint. Et tout à coup, le vent était là. Le feuillage s'animait tout entier. Je le comprenais à mon gré, car j'étais libre, merveilleusement. Jamais autant qu'à cette heure-là, dans des circonstances aussi monstrueusement hostiles, je n'ai plus fortement senti de tout mon être ce que c'était, ce que pouvait être ainsi accordé à la beauté du monde et à la plénitude de la vie, dans son mouvement invincible, ce que j'appelle une liberté d'homme. Et ainsi, tout naturellement, j'étais ramené vers le temps de mes vacances d'enfant au bord de la Loire. La première naissance de Maurice Genevois a lieu à Decize, entre une Loire courante et une Loire sèche, où la petite ville en Loire assise se présente telle une île ou le château d'un navire s'engageant sur le fleuve. Le 29 novembre 1890, Camille, née Balichon, épouse de Gabriel Genevois, installée là en charge de greffier de justice de paix, accouche d'un garçon, Maurice, sous le signe du Sagittaire. L'an d'après, le ménage Genevois rallie Châteauneuf-sur-Loire. On le réclame pour assurer l'intérim à l'épicerie en gros des beaux-parents Balichon. Ce premier mouvement de Maurice Genevois le long de la Loire est décisif et symbolique. De Decize à Châteauneuf, d'Orléans à Saint-Denis-de-l'Hôtel, comme d'une rive l'autre, l'Orléanaise ou la Solognotte, le fil de sa vie d'homme et d'écrivain se lie avec le cours du fleuve. La vie commence vraiment à Châteauneuf. À 2 ans, on inscrit le petit Maurice à l'asile, l'école maternelle, et on lui offre un petit frère. Vient le temps de la communale. Selon la formule par lui plus tard consacrée, Genevois Maurice c'est tout ensemble un gamin insupportable et un excellent élève. À quelques rangs de lui, Dumarché-Pierre, plus connu sous le nom de Macorlan. Ses premières lectures, de Sans famille, à L'Enfant des bois, des libertés, et le livre de la jungle. Comme Cadet-Roussel, Maurice a 3 maisons. Celle de ses parents, la maison de grand-mère Balichon, le magasin, épicerie en gros tenu par la famille. Surtout le magasin, rue Saint-Nicolas, tout un monde à découvrir. Cargaison, voitures, chevaux, bruit, odeur. Chez grand-mère Balichon, dans le jardin particulièrement, plus que la curiosité, c'est l'imaginaire qui se met en marche. Maurice, Mowgli, s'invente là des évasions ou des peurs héroïques. Sautant d'une fenêtre, il se brise la jambe. Convalescent, on l'envoie chez le boucher tremper sa jambe amaigrie dans le sang d'une bête qu'on abat sous ses yeux. C'est la première vision d'horreur. Les limites extrêmes du premier cercle de l'univers, ce sont les rues de la bourgade aux jours de fête ou de marché. Petits sentiers, rues aux artisans et aux pêcheurs, promenade du Chastin, berge de la Loire. Paysage et société perpétuent en lui une civilisation qui, sans état d'âme, se vit elle-même, paisiblement, selon les saisons, avec ses coutumes, ses convenances. Il y avait une droite et il y avait une gauche. Quand survenait une affaire, disons, nationale comme l'affaire Dreyfus, c'était une mauvaise atmosphère. Ça allait jusqu'à, par exemple, provoquer la création de feuilles locales, de journaux, l'un s'appelant La Guêpe, Ardillonnée, et l'autre, du même coup, La Veille, Ardillonnée également.
Pendant la guerre, j'ai eu un malaise. J'étais mutilé, j'étais en convalescence, et mon père s'est alarmé. Il a dit, il faut absolument voir le médecin, mais comment faire? Il n'y avait plus que le médecin de la droite. Puis quand il est parti, mon père a dit, eh ben, il est pas mal du tout. C'était un grand privilège, et en particulier pour un futur romancier, que de naître dans une bourgade de la province française en 1890. Même si les sentiments de famille ne sont pas toujours tendres, reste l'inoubliable douceur des dîners chez les grands-parents, les dimanches soirs d'hiver. Au-delà des fenêtres et des volets étroitement clos, c'était la nuit noire et le gel. Mais ici, malgré les engelures que la chaleur faisait bouillir, qu'on était bien. En 1901, c'est le lycée. Lycée Potier, à Orléans, comme interne. Il se rue dans les livres, n'importe lesquels. À Châteauneuf, dans un lot de vieux papiers achetés par son père, il découvre Daudet, Balzac et les dévore, plus vite que les souris du grenier. Un jour de mars 1903, il est appelé chez le proviseur. On lui annonce le plus terrible des arrachements. Sa mère vient de mourir. Il a 12 ans. Comment oublier jamais la révolte qui se levait en moi, inséparable du déchirement qui me faisait panteler tout entier. Cette révolte ne s'est jamais calmée. Autour de Châteauneuf, où son père demeure inconsolable, il s'évade de son chagrin, sur la Loire et ses deux rives, dans la Sologne des étangs et des rabouillères, dans celle des mirages, en forêt d'Orléans. Au cœur de ces mondes en réduction, son acuité s'affûte, sa sensibilité meurtrie se réensemence. Il en gardera une source perpétuelle d'inspiration. Vers 14 ans, lui vient l'envie d'écrire, mais plus naturellement, il dessine. Il s'évade également grâce au sport. Son petit gabarit héberge en fait un authentique costaud. Demi d'ouverture de rugby, sa vivacité et ses feintes lui valent le surnom de fouinotte. Au lycée, il s'évade toujours, mais dans l'étude. L'été 1907, sa récompense pour le baccalauréat, il part seul à bicyclette le long de la Loire. Liberté. Dans l'euphorie se succèdent retrouvailles d'amis, de la famille ou du lycée. Bon vin et bonne chère, griserie sur la route de l'échappée en solitaire. Il entre au lycée Lacanal de Sceaux, en Hippocagne, pour y préparer l'école normale supérieure. Pensionnaire, il travaille déjà à ses évasions, à travers la nature, jusqu'au bistrot du coin. Il entre classique, c'est-à-dire premier de sa promotion à normale supérieure. Travail et folklore d'une grande école alternent avec la découverte de la capitale et ses restes de belle époque. Après le Gai Paris, gaieté de l'escadron, à Bordeaux, pour un service militaire libératoire avant la fin des études. Son admission au bataillon de Joinville, pour un stage avec les athlètes, demeurera une des fiertés de sa vie. Normale réintégrée, l'étude laisse peu de place au loisir. Sinon les gourmandises complices pour Georges Courteline ou la dégustation solitaire des auteurs classiques. Encore et toujours la lecture. Il noue une longue et solide amitié avec Lucien R, bibliothécaire, qui a tout lu. Il se destine à l'université, plutôt à l'étranger. Il présente en Sorbonne son diplôme d'études supérieures sur le réalisme de Maupassant. Il retrouve son Châteauneuf pour les vacances d'été 1914. Officier de réserve, il doit y aller, avec la fournée du deuxième jour. J'avais eu le sentiment ou le désir de dire une sorte d'adieu, mais pour moi, à ma bourgade. Et avec un jeune cousin qui avait à l'époque, voyons, il était né en 18, il avait 16 ans.
à peine. J'étais monté dans le clocher pour embrasser mieux d'un regard toutes ces maisons, le parc du château, la vallée qu'on voyait de là-haut. Et pendant que j'étais là, tout à coup, je regardais à travers les abassons. Il y a eu un tintement derrière moi, un tintement d'abord léger. Et j'ai cru que mon cousin, par inadvertance, avait touché le battant de la cloche et que ce seul tintement de bronze allait alerter le village et faire croire à un tocsin et en effet à l'éclatement de cette catastrophe qui était dans l'air. Alors je me suis retourné violemment, j'ai gourmandé mon jeune cousin et je me suis aperçu que la cloche s'animait et pam, pam, et puis ça s'accélérait et c'était le tocsin de la mobilisation. Mais vraiment le coup de foudre, enfin, dans un ciel serein. La saison était belle et je suis parti en effet le dimanche suivant. Comme tant d'autres, insouciant de plonger dans le grand bain de sang, pressentant déjà l'enfer à venir. D'abord sur la Marne, puis devant Verdun. Le 106e régiment d'infanterie où sert le lieutenant Maurice Genevoix est engagé aux Éparges. Les Éparges. La butte n'est haute que du fait que ce qui est autour est plat. Mais elle domine les voies de communication et d'approvisionnement françaises. Il faut en déloger à tout prix les Allemands, retranchés là depuis le début des combats. Sur son terrain argileux après les pluies de septembre, c'est la boue. La boue est une personne pour nous, vous comprenez. Je ne savais pas ce que c'était que la boue. Mais là-bas, dans les boyaux triturés par des milliers et des milliers de pas recommencés tous les jours, ça devenait une sorte d'amalgame infect, surtout après les engagements et les batailles. Il y avait beaucoup de cadavres dedans, il y avait beaucoup de salis, beaucoup de pourriture. Et je me rappelle telles affaires en février, mars ou avril 15, où des blessés peu gravement atteints aux jambes se sont noyés dans la boue. Et j'entends encore mon chef de corps, le colonel Bargenet, me disant, Genevoix, c'est épouvantable. Je marchais dans le boyau 5 ou le boyau 6, ça remet sous mes pieds. J'ai cherché et j'ai vu la forme d'un bras, j'ai tiré et une face, une mode de boue, mais dans laquelle tout d'un coup on brillait deux yeux, m'ont dit d'une voix difforme, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Avec la boue, la mort au quotidien, que le lieutenant Genevoix dévisage chaque fois qu'elle le frôle, l'épargnant ou le frappant à travers les camarades. J'en ai entendu un, par exemple, mourir. C'était un titi parisien. Et au moment où il sombrait, il s'est senti partir. Il a dit avec un accent faubourien étonnant, « Oh là là, valseur, il est mort. » Carnage, mort, apocalypse quotidienne, circonstances. Tout l'incite à prendre des notes, faire des croquis, envoyer des lettres qui ont la teneur de constats précis, durs, vrais, du massacre ordinaire. Des voix montent de l'entonnoir, des voix gémissantes qui pleurent, se plaignent, appellent, supplient, se révoltent. Il fait très froid, une froidure d'après la pluie, terrible aux pauvres chairs lacérées. Ils crient maintenant, ils clament la souffrance de leur corps. Mes mains brûlées me cuisent et leur peau gonflée se détache, mes pieds gèlent. Je ne sens rien, tant les voix crient autour de moi, tant l'entonnoir rempli de nuit, blafarde, vacille et hurle de souffrance. Lieutenant Genevoix, mon lieutenant. Chabot, la lèvre pendante, la face dure et décolorée, regarde sa jambe morte qui traîne à côté de lui. À l'une des blessures de Chantoiseau, au moignon de son pouce coupé, je reconnais encore cette contraction de la chair pâle, cet affreux spasme rythmique et profond. Et là-bas, Mémas décapité, Libron décapité, Reynaud tombé à plat ventre, la tête en bas, un éclat fiché dans le crâne, luisant et net comme un coin de bûcheron. Et toujours les mêmes flaques jaunes, les mêmes épaves innommables, les mêmes souillures, la même misère poisseuse, tachée de boue, rongée de boue. C'est beau tout ça.
Oui, c'est du propre. Grièvement touché, après 6 mois d'hôpital, il reste seul au milieu du cimetière de sa génération. S'il lui faut impérativement retisser les liens avec la vie interrompue, monte pareillement le sentiment d'un devoir de témoignage à l'égard des existences sacrifiées, seul maillon désormais avec sa jeunesse fracturée. Châteauneuf, lycée Potier, La Canale, Normale supérieure, La Marne, Verdun, Les Éparges, Charles Péguy, Alain Fournier, Louis Pergaud, Porchon, tous. Lorsqu'il se retourne, le jeune homme de 26 ans ne distingue plus que des croix. Il rejoint Paris, vide de jeunesse. Il s'installe à Normale pour y terminer ses études. Encore un monument aux morts, celui qu'il construit avec le programme de la soirée donnée à l'école normale, à l'occasion de l'entrée de sa promotion en 1912. Paul Dupuis, secrétaire général de l'école, avec lequel il a correspondu tous ses 9 mois de campagne, le pousse à publier son expérience. Il l'attire aux éditions Hachette, qui proposent un contrat pour un premier livre témoignage à paraître fin 1916. L'ouvrage est aussi bien accueilli par la critique que parmi les combattants. Le fait est rare pour tout ce qui est et sera publié sur la Grande Guerre. Genevois est destiné à devenir non pas un petit prof, mais un bon prof, entrée première normale, probablement à faire une grande carrière universitaire. L'horreur de ce qu'il voit sur les champs de bataille, à Verdun en particulier, le jette dans le témoignage littéraire, donc dans une vie d'écrivain. On ne se rend plus compte aujourd'hui à quel point cette guerre a métamorphosé, a pris des hommes et les a changés, les a fait ce qu'ils sont devenus ensuite. Retrouver tout ce que nous avions vécu, tout ce qui nous avait meurtris, brûlés, unis inoubliablement au fond du creuset terrible où nous avions été ensemble précipités. C'est d'abord à cause de cela, c'est animé par ce souci, par ce désir, que je suis devenu un écrivain. La grippe espagnole le renvoie à Châteauneuf. Sur la Grand Place, un nouvel édifice, le monument aux morts. Dépositaire de la mémoire des disparus, des souffrances de ceux qui sont encore au feu, le jeune homme doit cependant se reconstruire une identité afin de bâtir sa vie. Il ne peut désormais y parvenir que par un bond dans la nature ou dans le passé. Auprès de son père, à la maison familiale, c'est dans sa chambre d'enfant qu'il travaille. Pour les écrivains, il y a eu plusieurs façons de traverser la guerre de 14-18. Il y a ceux qui sont morts, et souvent morts dès le début. Et puis il y a tous ceux qui ont un petit peu gonflé leur épopée militaire. Genevois, si j'ose dire, est du côté des morts. C'est un miraculé. Il est à classer du côté de Péguy, du côté d'Alain Fournier. La force de ces récits, sécheresse, crudité, authenticité provoquent dès la première édition l'intervention de la censure. Dans son exemplaire personnel, il réécrit à la main les coupures. Rien ne peut être occulté de la souffrance des hommes. Il en rend compte en 5 livres qu'il passe 7 années à écrire. L'ensemble lui vaut une première étiquette d'écrivain de guerre. Parallèlement, il fait en 1920 une première tentative romanesque. Il trempe la plume dans la Loire, sa région, ceux qui la peuplent. C'est son seul lien avec lui-même d'avant la guerre, et par ce détour, sa seule voie possible vers l'avenir. Rémi Desroches est publié en 1922. Il est distingué par le prix Blumenthal, dont le jury littéraire est peut-être le plus prestigieux du siècle. Anna de Noailles, René Boilève, Henri de Régnier, Paul Valéry, Gide, Proust. Ils sont rassurés par le livre, disent-ils à son auteur. Genevois, qui jusque-là publiait, est désormais à leurs yeux un romancier, un véritable écrivain. Il n'en demeure pas moins près de ses bases, la Loire et Châteauneuf.
il est entré dans le monde des lettres sans quitter sa province. Le milieu littéraire à Paris ne l'oublie pas non plus. Poussé à changer d'éditeur pour avoir sa chance au prix Goncourt, il fait paraître Raboliau chez Grasset. Silence derrière. Le prix Goncourt est décerné à... Il est un écrivain de la guerre de 14-18, certes, mais il devient célèbre comme un écrivain de la campagne, des pays de Loire, de la chasse, de la terre, de la forêt, avec Raboliau, mais 1925. C'est-à-dire que l'image que l'on a de Genevois est un petit peu faussée. On peut retrouver la tradition naturaliste des Goncourt à travers des romans paysans ou, comme je le dis pour Raboliau, forestiers. Pour écrire Raboliau, il s'est installé sur le terrain, à Brinon-sur-Sauldre, au cœur de la Sologne. Il s'y est enfoncé dans ce qui en fait la chair. Une nature libre et cachée. Des hommes entiers et secrets. Des luttes sans merci. Un microcosme, mais que l'écrivain mature a su animer à sa guise de turpitude, de passion et d'aspirations universelles. Pourtant, après Raboliau, l'affaire est étiquetée, classée. Genevois le régionaliste. Il ne l'est que par géographie. Genevois le naturaliste, certes, mais par amitié des êtres et des choses. Ces thèmes ont un écho. Ces personnages des préoccupations qui résonnent bien au-delà de leur environnement. Exister, être libre. L'environnement. Par goût, connaissance, passion. Il est écologiste. Il est au vrai sens du terme avant tout le monde. Son père meurt en 1928. À quelques brasses en aval de Châteauneuf, il vient de découvrir une maison qui deviendra les Vernelles. Liberté prise envers les humeurs parisiennes, havre d'une vie à venir. Malgré les manques et les retards, dus aux arrachements subis, il saura vivre cette vie dans l'harmonie et le bonheur. Liberté aussi pour se reconstruire lui-même dans son fort. Liberté enfin pour écrire sur ce qui lui est proche et le rassemble à l'existence. À partir de 1930, j'ai été installé ici, et tout ce que j'ai écrit, disons entre 1930 jusqu'à l'occupation allemande, j'ai écrit ici, à cette table, cette même table d'ailleurs, à ce bureau. C'est sa période de roman-poème, commencée dès 1926 avec La boîte à pêche. Dans Roux, il intègre Angèle, la servante fidèle depuis l'enfance. Dans Forêt voisine, il observe toute la forêt d'Orléans, dont même les brutalités n'engendrent que de la vie pure. Après les intimes, les bêtes et les plantes des romans-poèmes, il va vers l'histoire de la société des hommes de sa terre. Il compose une trilogie où deux milieux s'affrontent parmi les mutations techniques et économiques de l'orée du XXe siècle. S'il choisit ces lieux, il ne s'isole pas. Les distances prises lui accordent tout simplement le privilège de choisir ses relations. Il est un convive assidu à l'auberge Feuillebois de Châteauneuf, théâtre de dîners mémorables avec les amis peintres ou hommes de lettres, tels Max Jacob et Maurice de Vlaminck. Il achève un hymne à la liberté lorsqu'il subit l'arrachement d'un veuvage après 1 an de mariage. Il a 48 ans. Il n'a pas encore voyagé. Êtres et choses, locales ou minuscules, sont latents, ces tremplins littéraires vers l'universel et l'humanité dans laquelle il se propulse aujourd'hui physiquement en toute liberté. Il part pour le Canada, découvrir surtout le reflet élargi et vierge de son environnement ligérien, fragilisé par les mutations de la société. Il y tente aussi le pari du double métier, artiste et universitaire. Retour au Vernelles en 1939, le temps d'y subir 39-40. Il quitte son bord de Loire, défiguré par les envahisseurs, pour le centre de la France. Tant de déception, de macération. Ce n'est pas un hasard s'il se lance dans un roman se passant au XVIe siècle et comptant la résistance de réformés en proie aux persécutions religieuses. Tant de décantations,
de concrétisation aussi, des notes canadiennes, de rêveries poétiques. Tant de réflexions, son journal manuscrit des temps humiliés n'est toujours pas publié. C'est le moment enfin de la rencontre heureuse, et pour 2 fois 20 ans, avec Suzanne, veuve elle aussi, qui a Françoise et lui donne Sylvie. Quand j'ai pris conscience que mon père écrivait, d'abord j'ai mis très longtemps avant d'en prendre conscience, parce que quand j'ai commencé à lire, ou plutôt quand il a commencé à me lire, ce qu'il écrivait, c'était, il a commencé par les contes pour enfants, par l'écureuil du bois bourru, par l'hirondelle qui fit le printemps, et j'étais absolument persuadée que tout ce qu'il racontait était vrai, c'était la vérité. Probablement parce que très souvent nous habitions ici et que très souvent, même tous les jours, il m'emmenait dans les bois à côté, au bord de la Loire, dans le fond du jardin, et qui m'expliquait les animaux, les fleurs, les arbres, les plantes, il m'expliquait tout, il m'a tout dit. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il ajoutait un tout petit peu quelque chose à ce qu'il voyait dans la nature, à ce qu'il me racontait, et qu'il écrivait. Au service d'une réalité, il éprouve le besoin de s'appuyer sur l'observation directe. Dans Forêt voisine, précisément, décrite à la façon dont le peintre travaille sur le motif et fait des croquis que plus tard il interprète à l'atelier. J'ai écrit La Dernière Heurde, après. C'est un roman animalier. Bon, alors, au cours de La Dernière Heurde, j'ai parlé des orphos mouillés, j'ai parlé, vous comprenez, du feu jouant, j'ai nommé des sites. Mais là, leur repérage est impossible, parce que déjà, j'avais atteint un certain degré de liberté, et je disposais d'un arsenal, si on ose des images aussi hardies, d'un arsenal de forêts très diverses, et ça augmentait ma liberté intérieure. Alors là, le romancier intervenait, l'homme d'imagination, l'homme de technique même, enfin, de tous ces procédés, de sa propre manière. Et alors après, j'ai écrit La Forêt perdue, qui n'est même plus un roman, c'est une légende. Elle est intemporelle, elle est de nulle part, elle est de partout, mais elle est faite de toutes les forêts qui se sont intégrées à mon monde intérieur. Le jour où j'ai senti que ma vocation était là, que mon tempérament propre, car au fond c'est ça l'artiste, que mon tempérament propre m'entraînait du côté du conte, du récit, du roman, appelez ça comme vous voudrez, ou du roman-poème, ou voilà. Eh bien, j'ai essayé de creuser mon sillon parce que j'avais reconnu qu'il était mien plus que n'eût été celui des idées générales. J'ai beaucoup plus d'admiration, et ça correspond à ce que je suis, mais beaucoup plus d'admiration pour les grands conteurs, pour disons, les thaumaturges, en donnant une extension peut-être excessive, mais pour certains, elle ne l'est pas. Et alors, pour moi, mes grandes admirations littéraires iront plus à, citons des noms contemporains, enfin, à des œuvres, des romans magistraux comme Le Rouge et le Noir ou La Chartreuse, comme Guerre et paix de Tolstoï, ou comme certains grands romans de Balzac. Maurice Genevoix, lui aussi, ne laisse pas indifférent ses contemporains. En 1946, il lui suggère de quitter un peu sa Loire et de les rejoindre au bord de la Seine. 23 quai Conti, Paris 6e, fauteuil 34. Il endosse l'habit vert avant tout par recherche de confraternité. Ses futurs compagnons de vie sont restés sur les champs de bataille de la Grande Guerre. C'est également dans le cadre des activités de l'Institut de France pour un retour en quelque sorte à sa destination première, l'université. Secrétaire perpétuel de l'Académie française en 1958, il en favorise aussitôt l'ouverture. Pour ainsi dire, il la libère d'une certaine prétention affectée qui n'est pas dans son tempérament. Pour la première fois, Pâté Journal a été admis dans le bureau où, traditionnellement, le récipiendaire reçoit les derniers conseils, et cela grâce à l'obligeance du secrétaire perpétuel, M. Maurice Genevoix. Oui, c'est ce qui va. En tout cas, vous êtes beau. Ah, merci pour cette bonne barre. Oh, et puis alors, quelle épée. Alors, faut voir un peu, oui. Oui, bien sûr. Alors, mon Dieu, ça vaut une paire de lunettes. Ça va un petit peu près. Marcel Pagnol, l'ami de toujours, qui est chargé d'accueillir l'autre Marcel sous la coupole. Ah, Marcel, bonjour, Jean-Baptiste. Et tu vois, nous allions partir. Bonjour, mon cher confrère. Il participe à l'entrée sous la coupole des Monterland, Julien Green, Paul Morand. Il regrette l'indifférence de Julien Gracq et de Malraux. De loin, l'Académie est peut-être un rassemblement de vieux schnocks, dit-il. Mais de près, elle est source d'enrichissement, par la simple rencontre avec des hommes et leurs talents.
Il va aussi bien au-devant de tous les hommes. Il est un moment dans les pas de son héros grec antique de 1924. Mère de sa culture classique, complice de son humanisme, la Grèce représente à ses yeux un espace-temps créé pour l'idéal. Il la voit idéale pour l'amitié, idéale pour une réflexion sur l'homme, s'accomplissant à parité de corps et d'esprit, pour la contemplation d'un art auquel le temps donne le pas sur l'histoire, pour la méditation sur la culture méditerranéenne mise en perspective. Idéal, enfin, pour une communion amoureuse avec la Méditerranée. Partout, conférenciers ou simples visiteurs, il sait les hommes frères face à la conclusion semblable de leur destin et les veut solidaires dans une commune humanité. À chaque retour au Havre des Vernelles ou de sa maison de Ravella en Espagne, c'est à nouveau l'écriture, avec son rythme, sa méthode et ses rites intimes. Il savait où il allait et il savait à peu près combien de pages allait avoir son manuscrit. Et pour mesurer l'étendue du travail à accomplir ou du travail déjà accompli, il lui arrivait parfois, et moi ça me fascinait parce que j'osais à peine m'approcher, et je trouvais ça extraordinaire, de les étaler sur le tapis au pied de son bureau probablement parce que son bureau était trop encombré, il y faisait souvent des réussites aussi. Et donc il les étalait là, à ses pieds, et il voyait au fur et à mesure les pages se noircir au fil des jours, au fil des semaines et des mois. Il avait 2 versions de chaque manuscrit, enfin d'abord des quantités de notes, de recherche sur des pages, toujours le même format, toujours la même plume, toujours la même encre et toujours la même écriture. Mais ces pages de notes étaient aussi agrémentées de tas de choses qui lui déliaient l'esprit, des dessins, des caricatures, en marge, en travers, il y en avait partout sur ces notes. Il faisait aussi des colonnes de chiffres, des tas de petits chiffres très réguliers, qui avaient une logique dans son esprit, mais qu'on n'a jamais vraiment réussi à percer. Il faut scolter avec la page blanche. Et il y a des moments où, disons, il y a une exaltation quand on a senti que ça partait bien, qu'on avait rencontré quelque chose de, disons, de valable. J'aime pas beaucoup ce mot-là, mais enfin quelque chose qui correspond à peu près à ce qu'on a souhaité. Vous comprenez, cette espèce d'harmonie qu'on n'atteint jamais, cette perfection idéale, théorique, et toujours, ça s'échappe, toujours, bien entendu. Quand on a senti que vraiment il y avait rencontre, alors à ce moment-là, il y a une exaltation intérieure. Ça correspond à un sentiment profond, intuitif, mais je crois qu'il ne trompe pas. Alors là, vraiment, c'est une grande joie. Je ne vois parler naturellement parler naturellement une langue de grammairien, une langue de styliste très, très pointue. Et ça m'a toujours émerveillé parce que ça ne faisait pas pédant. Le français classique coulait de lui avec un naturel déconcertant. Et il écrivait comme ça. Lui limitait la langue à son office. Elle avait ça à dire, elle n'avait pas à comparer, elle n'avait pas à rappeler, elle n'avait pas à associer, elle formulait simplement. Mais par contre, alors quand on a à se colter, à se battre, et que vraiment l'expression vous nargue en quelque sorte, alors là on pique des rognes. On a tant de raisons de se dire « oh, je suis pas en forme aujourd'hui », ou de tirer sa flemme en définitive. Alors je crois qu'il faut avoir une certaine volonté et aider cette volonté par une discipline de travail, d'ailleurs facile à établir, vous comprenez, je ne travaillais pas comme une brute, puis ça dépend aussi de son propre rythme. Quand il y a cette contention qu'exige en effet l'écriture, 2 heures, 2 heures et demie, pour moi ça suffit. Alors j'ai mieux travaillé par exemple 3 fois 2 heures qu'une fois 6 heures et libérer le reste de ma journée. J'avais aussi une autre discipline, c'était celle de la marche. Alors je me promenais dans la campagne en musant, en observant, enfin, et pour mon plaisir, le simple plaisir de la marche. Mais à partir de 5 heures, j'étais là à nouveau et je travaillais jusqu'à 7 heures, 7 heures et demie. Et avant de me coucher, je travaillais encore selon la forme, je travaillais encore 1 heure, 1 heure et demie. Le service de l'Académie et de la langue française le contraignent désormais à des œuvres courtes. Il retourne à ses sources, nature, terroir, passé. L'âge de mi-vie atteint puis dépassé, il dresse en des romans souvenirs comme un inventaire de ce dont il est fait. Dans Au cadran de mon clocher, son Châteauneuf d'Avant, il le ranime pour toujours. Le jardin d'aventure chez les grands-parents maternels, les émotions premières bricolées là du temps de l'enfance. Il les transcrit en un ailleurs flottant, hors du temps, à la façon d'un songe.
L'adolescence passée jadis au bord de la Loire, il la transpose au présent, où elle se perpétue d'autant mieux. Plasticien, coloriste de la phrase et du mot, il l'est aussi dans ses dessins, ses peintures. C'est en effet à la façon d'un peintre que j'ai flâné au bord des eaux, par les clairières et les futaies. J'ai tenté d'y saisir et d'y fixer cet au-delà des apparences qui ressemble à ce que l'on sent. Il illustre lui-même ses bestiaires, et à la manière dont il les écrit, en poète fabuliste ou moraliste. Mais une fois de plus, il en hérite d'abord une étiquette, animalier. Qu'importe, un autre don, celui de l'évasion pure, l'emporte vers les frontières littéraires de la légende, au creux de la forêt perdue. Tracées au crayon, à la plume, ces images des mini-mondes sont composées d'instinct comme des tableaux, avec la clarté ne retenant que l'essentiel du douanier Rousseau, à la manière d'un Poussin, dans sa précision et ses correspondances symboliques. Amoureux de la peinture, critique d'art, non pas tenté, dit-il, il est l'ami des peintres, leur monographe, leur exégète. Son essai sur Vlaminck est déterminant. La palette du peintre de vocation qu'il est n'a jamais séché depuis l'enfance, depuis l'instant de la révélation faite au tableau noir par l'institutrice. Elle a dessiné un étang. Elle a dessiné ensuite les joncs autour de l'étang, la grenouille, le rat, le milan qui planait. Et ça a participé pour moi de la magie. C'était vraiment déjà ce que j'appellerais aujourd'hui, si vous voulez, le miracle pictural. Pourquoi était-ce comme ça? Je n'en sais rien, mais il a suscité quelque chose qui n'existait pas et qui tout d'un coup a existé pour moi, mais fabuleusement. J'y étais, je participais, et je crois que c'est une de mes premières, mais une de mes plus fortes émotions artistiques que j'ai jamais ressenties dans ma vie. Autre choc dans son paysage artistique, Rembrandt. Curieuse rencontre plutôt, sur le terrain de la vocation commune de peintre, sur celui de l'admiration d'un maître à l'art totalement exprimé, sur le terrain de la fascination, qui mène l'écrivain au projet de peindre lui-même le peintre, par un portrait fiction télévisé que la tyrannie du temps ne permet pas d'achever. Rencontre, toujours, dans la pratique inlassable de l'autoportrait. Un jour, après 15 ans de perpétuité au secrétariat de l'Académie, il se gracie. Il estime venu le temps de faire l'autoportrait, en quelque sorte, de son œuvre écrite. C'est un livre que je voulais écrire depuis longtemps. Et je l'avais conçu, l'âge venant, justement, comme une sorte de somme, telle qu'il en émana une sorte d'aura, de lumière intérieure, qui put se répandre sur l'ensemble de mon œuvre. Et non pas, si vous voulez, en être une espèce d'explication ou de sésame, c'est pas du tout ça, c'est trop précis, mais qui en révéla, mine de rien, et d'une façon naturelle, les constantes, les fidélités, et en somme les justifications. Ces nouvelles lumières dévoilent les perspectives d'une œuvre, d'une vie. Les étiquettes se décollent. L'immortel de service est en réalité un auteur disponible et curieux, qui maîtrise le temps par le travail. L'expression chaleureuse des choses du cœur prime sur la renommée. L'écrivain qu'on croyait académique est sans doute un des derniers classiques. Constamment, le brillant sujet cède le pas à l'artiste. Les médias se l'accaparent. Nombre de romans sont adaptés à la télévision. L'écrivain est par surcroît un conteur de charme, capable aussi bien de pousser la chansonnette que de communiquer la peine ou le bonheur dû aux gravités essentielles d'une existence. Il le prouve encore si besoin est dans La mort de près, puis avec Le Relail, le dernier roman, celui des blessures allemandes refermées. Guerre et jeunesse toujours, source et ressource d'inspiration, de mémoire, de vie tout court. Vie et mémoire d'une richesse exceptionnelle, que la clarté et la puissance d'expression du dépositaire projettent désormais, au point souvent de les confondre, sur la mémoire collective. Comme chez Rembrandt, le maître hollandais du clair-obscur, l'œuvre romanesque est riche de lumière et d'ombre. Raboliau, le pilleur des temps, le braconnier éperdu, tue un gendarme sous les yeux de ses collègues, précipitant ainsi son avenir sous la guillotine. Dans Les mains vides,
Roman réflexion sur la création exprimée à travers la déchéance d'un peintre, sorte d'auto-analyse peut-être du négatif dans la personnalité de l'écrivain, l'artiste désœuvré, livré aux bas instincts, volontairement se noie. Le rouge, le beau cerf de la dernière harde, se jette sur la lame du tueur qui l'a réduit, plutôt que lui concéder même un instant de sa liberté. De même, ces livres de souvenirs sont moins des autobiographies que des autoportraits. Ici, la trame d'une vie se révèle finalement être tissée de bien autre chose que du fil des jours. Rembrandt passe aisément de l'universel à l'intime, du solennel au familier. Semblable est l'œuvre de l'écrivain qui, naturellement, passe au plus grand et au plus grand nombre, par ses intermédiaires minuscules ou locaux. Poète, il détient la clé des symboles et des correspondances. Il sait le secret de la rencontre et de l'échange. Par la simple entremise d'un écureuil, en un dialogue épuré à l'extrême avec l'animal, il perçoit enfin une totalité et la met aussitôt à portée de chacun. Cette minute où, dans le recueillement de la nature, j'ai eu le sentiment de participer à une immense et une poignante, une admirable, exaltante réalité qui était tout simplement le monde. C'est peut-être pourquoi les animaux tiennent une si large place dans le monde littéraire de Maurice Genevoix. Dans sa maison d'Espagne, où il travaille toujours à épurer le style et le thème, il envisage un livre ultime sur l'enfance. À près de 90 ans, riche d'une vie miraculeusement sauvée 65 ans plus tôt, d'une œuvre pleine, tragique et sereine, épargnée par la vieillesse et ses cortèges de malheur, le 8 septembre 1980, il disparaît. Arrachement et liberté.